Vous savez, le principe de ces petits déjeuners, c'est le 12e maintenant, c'est le 3e pour ce qui est de cette deuxième saison, depuis septembre 2013, c'est d'inviter majoritairement des entrepreneurs. On invite aussi des directeurs marketing, on a invité des gens qui travaillent dans d'autres univers. On a eu par exemple le responsable du web à l'Élysée, mais majoritairement des entrepreneurs. Pourquoi? D'abord parce que ce petit déjeuner en partenariat avec le lieu que vous connaissez ici, qui est la Pépinière 27, qui est un lieu qui accueille une cinquantaine d'entrepreneurs, mais aussi parce que c'est le principe même de Babel qui est de s'interroger sur les communautés et sur les individus qui arrivent à tisser des liens. Donc c'est ça. Et alors précisément, pour faire une courte introduction, notre petit déjeuner de ce matin posait la question création, innovation, l'ère des communautés. Pour simplifier, globalement, quand on regarde la littérature, entre guillemets, jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, la création, l'innovation, évidemment, c'est un processus, on le sait un peu tous, particulièrement personnel. On peut penser aux arts, bien sûr, mais même au-delà de la dimension artistique, on a cette idée ancrée que c'est un processus personnel. De toute évidence, c'est en train de changer. Et de toute évidence, ça a déjà changé. Et donc, j'ai souhaité qu'on puisse en discuter ce matin sur des bases concrètes en regardant par divers angles, et je vais en dire un mot dans un instant, des angles qui montrent que cette création, cette innovation, elle peut émerger par des aspects collaboratifs et par des aspects pluriels. Et de ce point de vue, nous considérons chez le Web31 que le mot communauté est particulièrement adapté. J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls, puisque je suis parti dans ce petit déjeuner d'un article qu'avait écrit Antonin Léonard, qui travaille avec Marc Arthur chez Michel et qui justement parlait d'ère des communautés pour cette question de la création. Donc on va parler de plusieurs aspects. Aujourd'hui, il y a effectivement des lieux de création qui sont collaboratifs. Ce lieu-ci en est un exemple. On pense au Fab Lab, etc. aussi. Le savoir devient un savoir plus collaboratif. Il y a toute une mode autour des MOOC. Mais au-delà de ça, il y a aussi des communautés, on va en parler dans un instant avec Laure, qui elles-mêmes créent leurs propres usages. Et dernier aspect, et non des moindres, il est très souvent évoqué, il y a eu une explosion au cours des dernières années de modèles comme Ulule, Banque, et puis un petit peu différemment, parce que tu vas nous expliquer que le principe est un peu différent, mais Reservoir Funds, où il y a toute une question autour d'un terme qui est maintenant consacré, qui est le crowdfunding. Et comment on peut financer, faire appel à la générosité, ou pas d'ailleurs, pas seulement le sentiment de générosité, pour financer des projets. Bonjour à tous. Petit sondage avant de commencer, qui connaît Blablacar? Qui est déjà allé sur Blablacar? Alors, je le rappelle quand même parce que c'est l'usage. Nous mettons en relation les conducteurs qui font un trajet de longue distance, donc 100, 200, 300, 400 km ou plus, et qui ont prévu de faire ce trajet avec des places libres. Nous leur permettons de trouver des passagers. Donc on les met en relation avec des passagers qui vont payer en ligne, de sorte à partager les frais et passer un moment convivial en voiture. Alors aujourd'hui, Blablacar, c'est le nouveau nom de covoiturage.fr, et la raison pour laquelle on a changé de nom, c'est qu'on s'est internationalisé. On avait besoin d'une marque forte, qui sonne bien partout à l'étranger. Et donc maintenant, on est dans 12 pays. Espagne, Italie, Portugal, Benelux, Angleterre, Allemagne, Pologne, Ukraine, Russie. Aujourd'hui, on a 6 millions de membres, et parmi nos 6 millions de membres, on en transporte 1 million par mois, en tant que conducteur ou passager. Donc on est devenu un vrai moyen de transport. C'est plus du tout un petit site anecdotique, mais vraiment on transporte 1 million de personnes par an. Je réponds maintenant à ta question sur l'ère des communautés. Tout simplement, en fait, nous sommes une communauté et il n'y a pas de Blablacar sans ses membres, et il n'y a pas de covoiturage sans Blablacar, parce que c'est mutuel. C'est-à-dire que eux, sans nous, c'est pas possible, parce qu'il y a besoin d'un tiers de confiance, il y a besoin d'un organisateur, et nous, sans eux, derrière, on serait coquille. Donc, on n'aurait pas pu exister sans le web et sans les communautés existantes actuellement grâce aux nouvelles technologies, il y a quelques années en arrière. Et voilà, c'est vraiment très lié. Alors, j'ai posé sur vos sièges des petites cartes, je ne sais pas si vous les voyez, je vous en ai ici. En fait, c'est tellement profondément ancré chez nous, cette innovation par l'usage et par l'écoute de notre communauté, qu'on en a fait nos propres valeurs de travail en fait en interne. Donc,
il y en a une qui dit « The member is the boss ». Pour la photo, The member is the boss, tout simplement, ça veut dire que chez nous, le boss, bon, il s'appelle Frédéric Mazzella, c'est le fondateur, mais c'est quand même la communauté de vrais boss. Parce qu'en fait, on les écoute énormément, ils nous écrivent, on les rencontre, on fait du covoiturage nous-mêmes, et leurs demandes en tant qu'usagers premiers du site sont plus importantes parce qu'elles nous permettent de prioriser en fait notre roadmap. Nous, on sait, hein, évidemment, on n'attend pas que nos membres nous donnent des ordres pour qu'on avance. Hein. On pense plusieurs mois, plusieurs années à l'avance, mais seulement pour coller à la demande et pour coller au plus près de leurs attentes, on priorise par rapport à eux. Ensuite, il y a une autre valeur qui dit « Think it, build it, use it ». Et ça correspond complètement en fait à l'histoire de la création de Blablacar. C'est que Frédéric Mazzella l'a pensé, l'a construit, l'a utilisé, parce que c'était pour son propre besoin, il est vendéen et il avait besoin pour lui-même d'un site de covoiturage pour faire Paris-Franche-Comté. Et donc c'est un processus d'itération comme ça, où on utilise le site et on l'améliore, on a de nouvelles idées et on l'utilise et on l'améliore. Et donc quand on est 6 millions à faire ça, et ben, ça avance très très bien. Et puis, dernière chose, in trust, we trust. Ça, c'est vraiment notre pilier hyper important. C'est que une communauté, c'est bien, mais une communauté de confiance, c'est ça qui fait que l'activité décolle et qu'il y a un vrai usage. Parce que s'il n'y avait que des gens inscrits sur un site, mais sans confiance interpersonnelle entre eux, il ne se passerait pas grand-chose. Il n'y aurait pas vraiment de transaction, il n'y aurait pas la confiance nécessaire à passer le pas pour ce qui nous concerne du covoiturage. Parce qu'il y a quand même cette peur sous-jacente de l'inconnu. Et même si on s'inscrit sur un site, c'est quand même un inconnu. Alors que justement, en créant de la confiance, donc parmi ceux qui ont levé la main, qui connaissent le Blablacar, vous voyez de quoi je vais parler, mais on sait avec qui on part. On voit la liste des conducteurs, on a le portrait, on a les avis, on a les préférences, on peut lire la biographie, donc on sait si Marc Arthur conduit bien et ponctuel. Ponctuel, voilà, etc. Donc en fait, on sait avec qui on parle, on connaît son métier, etc. On peut lire les avis précédents. Ensuite, le passager réserve en ligne, donc l'engagement est fort. Et donc toute cette confiance fait que c'est pas seulement une communauté de gens inscrits, mais c'est une communauté de confiance. Voilà. Bonjour à tous. Alors, Reservoir Fund, c'est une plateforme de financement participatif qui est dédiée aux entrepreneurs. Je vais faire aussi un petit sondage. Qui a déjà financé un projet sur Ulule, KissKissBankBank, My Major Company? C'est pas mal. Qui a déjà prêté de l'argent sur Uniland, Hello Merci ou Prêt d'Union? Ah, un peu moins. Et qui a déjà financé un projet sur Anaxago ou Wicid et a financé un projet de start-up avec prise de participation? Allez, il n'y a plus que ça. C'est normal. C'est assez normal parce que c'est pas le même montant. Alors, ces trois aspects, en fait, c'est le même mot, le crowdfunding, mais en fait, c'est trois aspects complètement différents du marché. Le premier, Ulule, KissKissBankBank, c'est ce qu'on appelle le don contrepartie, avec contrepartie, en nature, donc c'est plus considéré comme de l'avance de trésorerie. Le deuxième, c'est le prêt, donc c'est de la désintermédiation sous forme de prêt. Les gens se prêtent entre eux. Et le troisième, c'est la prise de participation. C'est trois mondes assez différents, mais qui sont sous la même coupole du crowdfunding. Et en fait, pour répondre à ta question, le crowdfunding, surtout selon le modèle Reservoir Fund, Ulule ou KissKissBankBank, c'est vraiment l'essence même de la création communautaire, puisque par définition, on utilise sa communauté pour créer une communauté encore plus grande et utiliser la communauté des communautés pour arriver à financer son projet. Donc on ne peut pas être plus juste dans ta description. C'est grâce à la transformation de sa communauté première, qui sont généralement sa famille, ses amis, les gens qui vont un petit peu traîner avec nous à l'école ou qui sont dans la même pépinière que nous, qu'on va arriver à les transformer en ambassadeurs qui vont parler de notre cause, de notre projet, et ainsi fédérer leur communauté aussi, et ainsi de suite pour arriver au Graal, le grand public, qui est souvent un peu plus compliqué pour pas mal de projets, mais on a vu beaucoup d'exemples dernièrement. Donc aujourd'hui, le financement participatif, c'est une création extrêmement communautaire qui sert avant tout à financer un projet et à financer
projet qui soit créatif ou artistique ou entrepreneurial. Ce qui sera intéressant de voir dans les prochaines années, c'est comment cette communauté pourra influer sur le projet autrement que simplement par l'argent. Aujourd'hui, la communauté décide de ce qu'elle veut voir en rayon. Okay, ce projet m'intéresse, ce CD m'intéresse, ce livre m'intéresse, je lui fais une avance de trésorerie, je le soutiens et il verra le jour. Demain, comment est-ce que le crowdfunding peut se transformer pour faire en sorte qu'on aille au-delà et on ne donne pas que de l'argent, on donne aussi son avis, son conseil, on influe dans le process de création bien au-delà que simplement par l'argent. Donc moi, ce qu'on arrive à faire, en sorte que ce soit un aller et un retour. Voilà. WeShare, nous, on n'est pas une boîte, on est un think tank associatif indépendant qui a été créé en 2012 et qui s'intéresse à l'économie collaborative. Par l'économie collaborative, on entend comment Internet, à travers l'intelligence collective, à travers des communautés qui arrivent à s'organiser, arrivent à échanger, sont capables de créer des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles de distribution, de création, d'innovation. Au milieu de tout ça, WeShare, on fait de l'analyse, on organise des événements, on essaie de comprendre, on travaille avec des grands groupes, on fait de la recherche, notamment un travail de recherche avec la FIN en ce moment. On organise un événement, le premier événement international sur le sujet qui s'appelle le WeShare Fest et qui a lieu au mois de mai à Paris, où il y a des gens du monde entier pour s'exprimer sur ces sujets. Au milieu de tout ça, c'est vraiment la réflexion, le fil conducteur de WeShare, c'est comment la mise en réseau, comment Internet aujourd'hui a permis à des gens qui n'étaient pas forcément amenés à se rencontrer avant l'ère des réseaux, peuvent partager des visions, partager des projets, se mettre ensemble et travailler à leur développement, à leur implémentation. Que ce soit dans le transport avec le Blablacar, que ce soit le logement avec Airbnb, ça on va dire c'est la phase émergée de l'iceberg. Il y a toute une partie qu'on voit moins, qui est le logiciel libre, qui est des nouveaux types de formes de démocratie, ce genre de choses. Et voilà ce qu'on appelle en WeShare. On travaille là-dessus. C'est difficile de dire que ça a changé notre modèle économique, puisqu'en fait, on s'est créé, c'est constitutif de notre modèle. Alors pour moi, enfin pour nous, une communauté, c'est un ensemble de personnes qui ont un intérêt commun, et en ce qui nous concerne, c'est le covoiturage, mais qui, au-delà de ça, j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est pas seulement une agglomération de gens, c'est des gens qui se font confiance. Et la preuve, c'est qu'on a fait une étude en fait, au sein de notre communauté pour voir à quel point c'était une communauté. On leur a demandé en fait, à nos membres de noter de 1 à 5 la confiance qu'ils accordent à des gens. Donc on leur a demandé de noter la confiance qu'ils accordent de 1 à 5, 1 étant pas confiance et 5 étant le top de la confiance. Donc on leur a demandé de noter leurs amis, leur famille, leurs voisins, leurs collègues, leurs contacts Facebook et un inconnu croisé dans la rue. Donc dans l'ordre logique, famille et amis ont le top, et ensuite c'est collègues, voisins, contacts Facebook, inconnus croisés dans la rue. Et ensuite on leur a posé la même question, quelle note de confiance accordez-vous à la communauté Blablacar, enfin à quelqu'un qui a un profil comme on sait le faire, avec un portrait, biographie, avis, etc. Et alors là, grande surprise, juste en dessous de famille et amis. On fait plus confiance à un covoitureur qu'à ses voisins, à ses collègues, à un contact Facebook ou un inconnu croisé dans la rue qu'on voit, alors que le membre sur le Blablacar, on ne le voit pas. On aurait pu se dire que ça aurait pu être l'équivalent. Donc voilà, notre grande fierté, c'est que notre communauté, elle se fait confiance et elle se sent plus proche que la proximité qu'il peut y avoir entre des voisins et des collègues. Voilà, pour nous, c'est ça notre grande fierté, parce qu'on estime qu'on a favorisé cette communauté, parce qu'une communauté ne se crée pas toute seule, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être aidée, entourée, chouchoutée. Et donc, on pense qu'avec toutes les fonctionnalités qu'on a mises en place, on a contribué à créer cette communauté du coup de confiance qui maintenant est capable de se faire confiance et de faire des transactions et du coup de créer de la valeur, de s'entraider,
Ce qui crée un espace de liberté en fait. Parce que quand on se fait confiance, on a la liberté d'aller à Lille pour 15 €, la liberté de faire de grandes économies, et alors que tout ça n'est pas permis quand il n'y a pas ce moteur qui est la confiance. Pour nous, voilà, la confiance est le moteur de notre communauté. C'est très intéressant. Et ensuite, comment vous utilisez cette confiance? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que ça veut dire, pour être très concret, qu'il y a des utilisateurs qui évidemment ont un taux de confiance qui est plus élevé? C'est un peu des leaders, on pourrait dire, de cette communauté, pour faire progresser votre produit. Est-ce que vous appuyez sur eux? Est-ce que vous les rencontrez pour bien reprendre le fil de ce moteur qui est la création d'innovation? À partir du moment où tu m'expliques que vous arrivez à bien les identifier, comment ensuite vous en servez au sens noble du terme? Alors, donc, ce que tu appelles les leaders, en fait, chez nous, ça s'appelle des ambassadeurs, parce que quand on s'inscrit, quand on fait son premier covoiturage, on est débutant, puis on est habitué, confirmé, expert, puis ambassadeur. Alors, ambassadeur, il faut avoir reçu plus de 12 avis positifs, avoir 12 mois d'ancienneté. Voilà, c'est le top du covoitureur. Et eux, effectivement, on les invite régulièrement à faire ce qu'on appelle des focus group. On leur montre les nouvelles fonctionnalités et on leur demande quelles sont les prochaines fonctionnalités qu'ils aimeraient qu'on développe. Donc en étant proche comme ça d'eux, en leur demandant leur avis, en leur faisant tester le site, on a des feedbacks directs. Alors on ne le fait pas non plus trop souvent parce que il ne faut pas non plus qu'on se perde dans des détails de moi je voudrais qu'on change la couleur de ceci, cela. Donc c'est vraiment, on prend de la hauteur, c'est sur des grandes directions. Et sinon, après, on n'est pas seulement proche de ces ambassadeurs-là, on est proche de tous nos membres, et tous les étés, parce qu'on c'est quand même mieux quand il fait beau, on organise un blabla tour. D'ailleurs, je précise que c'est l'agence clé qui organise notre blabla tour. Coralie ici présente pour vous en parler après. Et donc ce blabla tour consiste à faire un tour de France, mais cette année c'est même d'Europe, puisque en un an, on est devenu vraiment très européen. Et donc on a plusieurs dates en France et en Europe, et concrètement ça consiste à rencontrer nos membres, une trentaine à chaque fois dans chaque ville, pas que des ambassadeurs, avec un petit programme pour chaque soirée on se parle entre nous, on parle du site, on récupère, on note les feedbacks, les demandes d'amélioration, et puis un moment convivial tout simplement. Et aussi, le Blabla Tour, c'est des présences sur des festivals, des gros événements, etc. Donc c'est à la fois un événement d'évangélisation et un événement de proximité avec la communauté pour échanger. Mais sinon, notre meilleur moyen, bon, le face-to-face, c'est toujours très très bien, mais notre meilleur moyen, c'est le formulaire de contact. En fait, on a un niveau d'exigence, de réponse avec notre équipe service client, c'est qu'on répond à 100% des messages qu'on reçoit. Quand quelqu'un nous dit « moi quand je clique là, je trouve ça pas pratique, je préférerais que le bouton sur l'appli iPhone il soit plus en amont quand on ouvre », c'est une vraie remarque. Ça ne tombe pas dans un puits sans fond, ça va directement à l'équipe technique, il y a un ticket qui est ouvert et le jour où c'est mis en place, on fait suivre à la personne qui devait se gérer. Donc il y a vraiment une boucle comme ça et en plus ils ont la fierté de se dire « tout ce que j'ai demandé, ça a été pris en compte ». Voilà. On va cheminer dans cette question, parce qu'on est arrivé au stade, voilà, un lien entre confiance et capacité à innover de manière collective, même s'il y a des filtres, et on va voir qu'il y en a un certain nombre, c'est naturel. On m'a dit, alors, toi tu t'adresses par définition à des entrepreneurs, donc a priori il y a déjà un certain nombre d'entre eux qui sont dans des secteurs innovants, innovation de procédés, de produits, probablement, puisqu'ils cherchent à les financer. Même question, comment tu interagis avec eux pour que ton produit à toi soit conforme à ses attentes? Et là, c'est un petit peu au carré, parce qu'en plus, eux, en l'occurrence, sont dans des secteurs la plupart du temps innovants. Alors, nous, notre interaction avec les utilisateurs qui sont effectivement les entrepreneurs. Alors, l'entrepreneur, c'est effectivement quelqu'un qui a un projet innovant. Ça peut être un procédé, comme tu l'as si bien dit, ou un produit. La plupart des entrepreneurs qui viennent chez nous, c'est plutôt des produits, parce qu'en contrepartie, c'est beaucoup plus simple de faire une campagne. Ces gens-là, en fait, on les a, parce qu'on est une petite plateforme, mais on les a quasiment tous au téléphone. Quand on est en projet avec eux, on les a au téléphone, et même ils viennent très souvent à la pépinière, on les a au téléphone au minimum une fois par semaine, quand on est en campagne avec eux. Donc les retours d'expérience sur la plateforme, et il y en a un paquet, sur ce qu'il faut améliorer, ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on fait la campagne,
ils sont quotidiens, hebdomadaires, ils sont vraiment tout le temps, ils vont dans tous les sens. Donc on a énormément de retours en face-to-face, en téléphone et par email de nos utilisateurs premiers qui sont des entrepreneurs. Et après coup, lorsqu'ils lancent leur campagne, on a des retours des parrains des projets par les entrepreneurs qui nous retransmettent, qui synthétisent, souvent paniqués. PayPal ne marche pas, j'arrive pas à payer avec ma carte, voilà, c'est le problème principal sur tous les sites de crowdfunding. Et donc on a des retours qu'il faut canaliser et il faut faire généralement le lien entre ce qui est la réalité et ce qui n'est pas la réalité, et ce qui est perçu comme voilà, sous le prisme de l'inquiétude par rapport à la campagne. Et donc ces retours ils sont filtrés par nos utilisateurs. Donc là le travail est un peu plus complexe pour arriver à faire en sorte de synthétiser ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il n'y a pas à apprendre. Et donc la création et l'évolution d'une plateforme de Reservoir Funds, elle est faite principalement, pour notre cas, à travers les entrepreneurs. Mais ce qui est peut-être un défaut de prisme, parce qu'il faudrait aussi qu'on arrive à aller autant vers les utilisateurs. Et d'ailleurs, ça c'est un retour assez intéressant parce que quand la façon dont on crée une plateforme pour un entrepreneur ou pour un porteur de projet n'est pas forcément la même que pour celui qui va l'utiliser de l'autre côté, à savoir le parrain du projet, le Kissbankers, du Leaders ou le parrain chez Reservoir Funds. Et on a des retours qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc une plateforme qui peut avoir un aspect terne et pas très fun pour un utilisateur lambda peut avoir un aspect en fait très sérieux pour le porteur de projet et qui va le convaincre par exemple à venir chez une plateforme plutôt terne ou pas fun entre guillemets plutôt chez une autre. Donc il faut aussi arriver à savoir à qui on répond et donc on est toujours en train de jongler entre ces deux aspects. Voilà. Question subsidiaire du coup pour poursuivre, comment eux, ces entrepreneurs, se saisissent même de la chance d'avoir une plateforme, c'est-à-dire est-ce que eux-mêmes ça les impacte dans leur processus de création? Parce qu'en général ils sont en train de tester leurs produits, ils sont au début, s'ils cherchent de l'argent j'imagine, peut-être que tu as bien tort, mais pour bien être au cœur de cette question sur l'innovation communauté, comment eux se saisissent de ce côté des intermédiaires? C'est tout l'intérêt d'une plateforme de crowdfunding, c'est d'agir comme tiers de confiance entre un porteur de projet que sa communauté première connaît, mais qui va avoir pour ambition d'aller bien au-delà de sa communauté première. La plateforme joue le rôle de tiers de confiance et lui permet de faire en sorte de convaincre des gens qui ne connaissent absolument pas son projet de le soutenir. La plateforme joue ce rôle, mais avec l'usage actuel, on se rend compte que le tiers de confiance, au final, c'est la communauté première de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui n'arrive pas à se faire accompagner par sa communauté, ses amis, sa famille, n'arrivera jamais à faire décoller sa campagne de financement participatif. On peut vous montrer tous les chiffres. On a des preuves avec un projet en ce moment qu'on accompagne. Si vous n'arrivez pas à arriver à, je sais pas, 20% de collecte avec votre entourage, c'est ça la preuve sociale de votre concept. Si vous n'arrivez pas à dépasser ça, aucune chance pour aller au-delà. Et ça, c'est vachement intéressant parce que les gens, ils veulent faire une campagne en allant directement voir TechCrunch, n'importe quelle agence de com ou journal, ou aller faire une campagne vraiment très massive de communication. Et en fait, ça ne marche pas. Il faut d'abord convaincre son premier cercle qui va amener un deuxième cercle par recommandation. Une recommandation sociale est quand même la plus efficace. Et ensuite, une fois qu'on a bien bâti sa confiance et on va dire son statut de membre avec un certain degré de confiance, là on peut aller attaquer le marché beaucoup plus large et les inconnus pourront faire confiance. Donc ça c'est un rôle hyper important. Merci Jean-Baptiste. Alors, ce point sur les cercles, les différents cercles de confiance avec un noyau dur et des cercles concentriques, c'est tout à fait effectivement fondamental. Avec WeShare, on est au cœur du sujet puisqu'on est dans une communauté de contribution. J'aimerais que tu nous dises un mot de ton job et tu m'as corrigé parce que ça n'est pas un tant tel de rôle de connecteur qui me semble, tu vas nous le dire mieux que moi, incarner exactement ce qui est justement cette interface entre comment, dans un univers foisonnant,
c'est très intéressant d'utiliser la force du collectif, et comment en même temps le canaliser. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce rôle de connecteur chez WeShare? Oui, tout à fait. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus précisément ce qu'est WeShare et comment fonctionne WeShare, WeShare, c'est 4000 contributeurs à peu près dans le monde, on est présent dans 25 villes, on travaille en 7 langues, on a fait plus de 200 événements et on est présent à Rio, à Buenos Aires, à Paris, à Berlin, à Londres, à Nantes, ce qui est moins sexy, mais enfin. Dans une communauté, en fait, il y a différents niveaux d'implication. Je crois que on peut parler des cercles dans le crowdfunding, c'est la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi dans une communauté, les gens contribuent, les gens s'engagent, quelle est la vision de cette communauté, quelle est sa mission, quel est le message qu'elle veut délivrer, et donc qui va l'animer, pourquoi, comment, et quel est l'incentive pour les gens qui vont participer. WeShare, c'est 4000 contributeurs, évidemment, c'est pas 4000 membres actifs. Dans ces 4000 contributeurs, il y a des gens, on travaille beaucoup avec les groupes Facebook, on a 80 groupes Facebook qui sont des groupes thématiques et des groupes locaux, des groupes par langue. Autrement dit, il y a WeShare Espagne qui est en espagnol, et il y a aussi WeShare Éducation qui ne traite que d'éducation, il y a WeShare Mobilité qui ne traite que de la mobilité, il y a WeShare Paris seulement pour les Parisiens. Première chose, on va jongler toujours entre le offline et le online, donc on permet à toute une communauté de contributeurs d'échanger entre elles, en fonction de leur langue et de leur cercle d'intérêt. On va aussi leur permettre de se rencontrer dans la vie réelle. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle Blablacar fait un Blabla-tour, Ulule a fait un tour de France, etc. Aller vraiment à la rencontre des utilisateurs et jongler dans cette confiance entre le online et le offline, elle est vraiment fondamentale. C'est comme ça que WeShare s'est créé. Ça, c'est la première chose. Et quand les gens demandent comment rejoindre WeShare, on leur dit toujours, viens nous rencontrer. C'est pas inscris-toi. Ensuite, qu'est-ce qu'un connecteur? À l'intérieur de la communauté, il y a différents niveaux d'implication. On a des connecteurs locaux. Donc, il y a un connecteur à Nantes, il y a un connecteur à Buenos Aires, on est 10 connecteurs à Paris, il y en a 3 à Barcelone, il y en a 2 à Madrid, etc. C'est, on va dire, les gens qui sont le point d'ancrage de la communauté, qui sont le relais de la communauté. Ils sont complètement libres de l'animer, de faire ce qu'ils veulent, la plupart du temps en organisant des événements, en publiant du contenu et en interagissant avec les gens. La question derrière, c'est quel est l'incentive et pourquoi est-ce qu'ils le font? Qu'est-ce que WeShare apporte aux connecteurs? Qu'est-ce que les connecteurs apportent à WeShare? Les connecteurs, ils apportent la vie, en fait, ils apportent l'animation. Et en échange, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, on va dire, l'identification, la notoriété, je n'aime pas forcément le mot, mais en tout cas la crédibilité qui va avec tous les sujets sur lesquels on travaille, à titre personnel, professionnel ou associatif. Évidemment, c'est une chose qui est super importante. Il y a la satisfaction de participer à un projet collectif et de le faire vivre, qui est vraiment particulièrement fort chez nous. Juste le plaisir d'être là et la sensation humaine et collective et d'être au cœur de sujets. La satisfaction aussi de faire partie d'une équipe, parce qu'entre les 50 connecteurs, en fait, on a des liens qui sont particulièrement présents, proches, on échange tous au quotidien, et donc on fait partie d'une équipe. On s'est trouvé des collègues, un petit peu, via des intérêts, via une vision prospectiviste commune. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Et ensuite, on a des connecteurs qui sont on va dire, attribués, c'est pas tout à fait le mot, mais qui sont définis sur des types de projets. Par exemple, je vous ai parlé du WeShare Fest, notre événement. On a un connecteur qui va être en charge de l'organisation logistique du WeShare Fest. Et donc là, c'est sur des tâches en particulier. Voilà. On ne dit pas qu'on a des jobs, parce qu'on essaye un petit peu de repenser la façon de travailler. Moi, dans WeShare, je m'occupe des communautés, de l'éducation, du tourisme et de la communication. Je dois vous dire que c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Et chacun un petit peu saisit ses centres de travail et d'intérêt en fonction de ce qu'il aime et de ses capacités. En fait, peut-être une discussion que j'ai eue avec un ami qui bosse dans une très grande boîte de grande distribution, dont je tairai le nom. J'ai discuté avec lui de l'intérêt de ce qui se passe dans une campagne de crowdfunding, au-delà du financement qui n'intéresserait absolument pas une grande boîte. Ce qui s'y passe, c'est une connexion entre le porteur du projet, son produit et ses ambassadeurs qui est extrêmement forte. Je me souviens du premier projet qu'on a financé sur Réservoir, c'était le food truck, le beer truck Galia. Les gens étaient
ils avaient l'impression que c'était leur marque de bière, la bière parisienne Gallia. Ils sont restés hyper connectés avec cette marque-là. Et donc, je lui demandais s'il y avait une opportunité dans sa très très grande boîte, avec ces millions de produits qu'ils font chaque année, de réfléchir à des processus de lancement de projets ou de produits collectivement, grâce à leurs clients, et de manière séquencée. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, que la nouvelle barre Mars, au lieu qu'elle soit créée dans une usine avec des questionnaires qualitatifs, quantitatifs, en fonction de milliers de clients et une étude très rationnelle de comment est-ce qu'on doit faire le packaging et comment est-ce que le coût doit être affiné, est-ce qu'on pourrait imaginer faire comme une campagne de crowdfunding pour la nouvelle barre Mars et qu'elle arrive sur le marché avec l'interaction du public du début jusqu'à la fin. On crée le logo ensemble, on crée le nom ensemble, on ajuste le goût ensemble, on ajuste la couleur ensemble, et à la fin on a un produit qui est ce que la foule veut, ce qui n'est pas forcément ce que les clients veulent, et sur lequel il y a une adhésion. Alors, il fallait voir sa tête. Il n'a absolument pas adhéré à l'idée, et il expliquait qu'une boîte comme la sienne ne prendrait jamais le risque d'écouter la foule, parce que le client, de manière quantitative et qualitative, était beaucoup plus rassurant que cette espèce de masse qui était la foule. Et j'ai essayé de le convaincre que ce qui lui manquait dans sa méthodologie, c'était l'adhésion de ses clients, de transformer ses clients en acteurs du début jusqu'à la fin, et que peut-être dans quelques années, il se rendra compte que c'était bien d'avoir le produit parfait qui allait être ciblé parfaitement et qui allait se vendre. En revanche, c'était encore mieux d'avoir des consommateurs qui avaient créé le produit avec lui, et qui avaient le sentiment d'avoir accompagné un projet du début jusqu'à la fin, exactement comme ce que tu expliquais dans WeShare, et d'avoir créé collectivement quelque chose. Donc, de cette grande boîte, j'en ai retiré qu'on est très très loin de ces usages-là, mais c'est un prisme tout à fait déformé. En revanche, je trouve que c'est, et j'entends quelques initiatives par-ci par-là, qui me font dire qu'on rentre certainement dans cette ère. Il y a énormément de boulot dans les grands groupes pour qu'ils arrivent à utiliser leur communauté dans leur processus de marketing, de fabrication. Je pense que cette révolution viendra plutôt par les petites entreprises ou par les entreprises intermédiaires. Je pense que, par exemple, Michel et Augustin est un super exemple de ce qu'ils arrivent à faire avec la communauté, avec la foule. Ils arrivent à vraiment impliquer les gens dans leur processus de marketing. Donc, je pense que, moi, personnellement, je pense que c'est l'avenir. En revanche, on en est très très loin. C'est intéressant parce que ce que tu décrivais comme ça l'a frappé vraiment, ça fait un petit peu horrible ton ami. C'est choqué même, tu vois. C'est en fait le processus à l'inverse que tu décrivais comme étant le quotidien de Blablacar, mais évidemment avec une différence d'échelle et d'historique et d'ancienneté. Peut-être même question avec le prisme, c'est pas mal de peut-être donner un exemple si tu en as un, ou en tout cas le prisme de se dire voilà, comment on peut faire bouger les choses dans des entités qui sont beaucoup plus comme ça installées. Alors d'abord, j'ai pas... Blablacar n'a pas d'avis sur la question, mais je peux vous donner des exemples qui prouvent qu'ils s'y intéressent, les grands groupes, et qu'a priori quand même, ils sont plutôt dans des démarches d'optimisation aussi, où tout le monde fait un peu des pertes, enfin, ils cherchent d'autres moyens d'optimiser leurs ressources, et le communautaire en est un levier. Alors nous, notre expérience, c'est qu'on est contacté par des gros groupes pour deux raisons. Premièrement, on nous demande de créer leur service de covoiturage pour leurs clients, pour qu'ils puissent venir ensemble. Donc leurs clients ne sont plus des individus séparés, mais éventuellement des gens qui pourraient interagir pour venir ensemble. Donc c'est le cas de Castorama, Carrefour, j'ai oublié, mais le Roi Merlin aussi, Maison du Monde, on est leur prestataire. Enfin, voilà, il y a pas mal de grands groupes comme ça, de distribution qui nous ont acheté un service de covoiturage pour faire venir leurs clients ensemble. Ça, c'est la première démarche. Même si après, je vous avoue qu'ils ne font pas forcément suffisamment de communication pour que ça atteigne vraiment que
le message passe et qu'ils arrivent vraiment à venir ensemble, c'est-à-dire qu'ils font l'effort, ils ont la réflexion, ils commandent le site, mais une fois qu'ils l'ont, ils font trop peu de communication parce que c'est pas non prioritaire pour eux parmi les milliers de messages qu'ils ont à faire passer, notamment les 20% de réduction sur le PQ. Ça passe un peu après. Donc voilà, c'est pas forcément une grande réussite pour l'instant, mais en tout cas la démarche elle est là, donc c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des gens qui réfléchissent dans les grands groupes, et ça prendra du temps. Et l'autre chose, c'est qu'on nous demande de les sensibiliser. Ils veulent venir chez nous, voir comment on fonctionne, ou alors ils veulent qu'on vienne chez eux pour les former. Et je pense que Martin pourra en dire plus, parce que WeShare, vous êtes très sollicité par les entreprises pour justement ouvrir les esprits et vous faites des formations. Je ne vais pas passer la parole tout de suite, parce qu'en fait, nous, c'est vraiment, voilà, j'en ai fait quelques-unes, mais je crois que vous êtes plus calés là-dessus. Je vais ma transition, mais c'est parfait. Effectivement, j'allais dire comment, là c'est encore plus spécifique, comment un savoir collectif qui lui a priori au début n'est pas ne provient ni d'une entreprise, ni a priori monétisable directement, comment s'en saisissent les entreprises, comment peuvent-elles s'en saisir? Je pense qu'il y a deux choses. Pour un grand groupe, en fait, quand on parle de communauté, la définition de l'INSEE d'une communauté, c'est un groupe de personnes qui habitent sur un territoire délimité. Ramener l'entreprise, c'est les employés. Et la première communauté d'une entreprise, c'est pas ses clients, à mon avis, c'est ses employés. À partir du moment où on ne parle plus d'employés, mais on parle de contributeurs d'une aventure collective qui est l'entreprise, on n'a pas du tout le même rapport à l'entreprise. C'est ce qu'a réussi à faire Google, et quand vous allez à Dublin, Google c'est une communauté, Facebook c'est une communauté, il y a un vivre ensemble qui va au-delà de je vais le matin au boulot à 9h et je me barre à 17h, comme ça peut être le cas chez Orange à Arcueil par exemple. Excusez-moi, mais c'est vraiment le cas. Donc, une fois qu'on a si cette culture d'entreprise, quelqu'un qui a ce sentiment d'appartenance, une culture d'entreprise qui est forte, et à qui on donne des moyens d'expression, des moyens d'être contributeur des décisions, des choix stratégiques, enfin, quelle que soit l'échelle, ça devient non plus un employé mais un ambassadeur, ça devient non plus un employé mais un promoteur, et quelqu'un qui existe à travers ça. C'est juste la façon la plus puissante de faire exister une entreprise et de faire exister une marque. D'autre part, on ne décrète pas une communauté. Si vous allez sur Google et vous tapez « Rejoignez la communauté », ce que je me suis souvent amusé à faire parce que je donne des cours sur le management de communauté, vous trouvez 12 000 trucs à la con avec marqué « Rejoignez la communauté ». Vous allez sur la page Facebook de Kinder, vous ne ferez pas croire qu'il y a une communauté Kinder. Il y a une communauté de gens qui collectionnent des petites tortues Kinder, ça probablement, mais il n'y a pas une communauté Kinder. Et donc il y a eu tout un abus de langage entre community management et social media management, où les gens juste faisaient de l'achat de mots-clés en disant on est une communauté. C'est pas une communauté, il s'adresse à des clients, il s'adresse à des prospects, il ne s'adresse pas à une communauté. Parce qu'il y a une relation d'engagement, c'est comment vous échangez avec votre communauté. S'il n'y a plus d'échange, mais que c'est du top-down, c'est je vous envoie un message et mon message c'est acheter les Kinder, on n'est plus là-dedans. Alors, on peut essayer de développer une communauté, mais pour un grand groupe, il faut qu'il se demande pourquoi il le fait. Il faut qu'ils se demandent pourquoi des gens vont souhaiter contribuer, et j'en reviens à ce que je disais à propos de WeShare, quel est l'incentive? Pourquoi est-ce que eux, qu'est-ce qu'ils vont y trouver, qu'est-ce qu'ils vont y gagner en sortant de l'entreprise? Moi je travaille avec une boîte en ce moment qui fait, on est vraiment très loin, ils font en gros du leasing de congélateurs, mais ils ont une vision très prospective sur la transition industrielle, la troisième révolution industrielle de Rifkin et la façon dont ce qu'on appelle l'âge de l'accès. Et donc ils veulent créer une communauté mondiale de contributeurs autour de cette problématique-là. Mais ce qu'ils ont en tête, évidemment, c'est leur développement international. S'ils montrent que ce qu'ils ont en tête, c'est leur développement international, ça ne peut pas passer. Parce que les gens ne vont pas contribuer pour payer le développement international d'une boîte. Donc qu'est-ce qu'ils vont aller chercher chez ces contributeurs? Qu'est-ce qu'ils vont leur apporter pour qu'eux aussi ils trouvent leur avantage? Troisième point, il y a des tas de communautés qui existent déjà en dehors des gros groupes et sur lesquels les gros groupes peuvent s'appuyer. C'est le cas des startup weekends, c'est le cas des hackathons, c'est le cas d'un tas de choses. Il y a des tas de communautés qui existent et qui sont ultra dynamiques, et plutôt que vouloir créer une nouvelle communauté de contributeurs sur un sujet, c'est parfois beaucoup plus pertinent d'aller s'appuyer sur de l'existant et de leur dire nous on est prêt à vous soutenir, on est prêt à faire partie de vos communautés, et non plus de dire vous allez être notre communauté, mais nous on va intégrer cette communauté qui est préexistante. Dans tous les secteurs, c'est vrai, dans le cas des objets connectés, dans le cas de tout ce qui est lié à l'innovation, c'est particulièrement présent.
Mais Orange a plus intérêt à rejoindre la communauté WeShare et à l'accompagner pour en comprendre les tenants et les aboutissants, comme la communauté des, je sais pas moi, des gens qui codent en Python parce qu'ils ont des trucs très intéressants là-dedans, plutôt que de vouloir recréer la communauté de l'économie collaborative d'Orange, ce qui n'est pas du tout leur vocation, et ils auront un problème de confiance. On revient à ce que disait Laure, qui est juste évident. Personne n'a envie de contribuer pour Orange, bêtement et gratuitement. Alors, la question, c'est le mode de financement. Alors, je commence sur Blablacar. Les passagers payent en ligne. Par exemple, vous, si vous faites Paris-Rennes vendredi, c'est le cas, vous faites Paris-Rennes vendredi. Absolument. Nous, Blablacar, on va vous conseiller, on va vous dire, voilà, le bon prix par passager, c'est 20 € par passager. Parce que du coup, 3 fois 20 €, 60, vous rentrez dans vos frais d'essence et de péage, c'est bien, il ne faut pas faire de bénéfices, donc 20 € par passager, c'est bien. Le passager, lui, en ligne, il va payer 22,50 € environ. Et ces 2,50 €, qui sont les frais de service, vont nous permettre, nous, de payer la TVA, les frais bancaires, les frais de SMS, et le reste, on va dire la moitié, c'est pour nous. C'est ça notre modèle économique. C'est un modèle transactionnel sur chaque paiement en ligne. Alors WeShare a à proprement parler pas de business model. En revanche, les projets à l'intérieur de WeShare en ont. Autrement dit, chaque projet est indépendant financièrement et chaque projet doit trouver son business model. Quand on fait, alors c'est beaucoup de sponsoring, par exemple Blablacar a été sponsor de notre tour d'Europe, parce que nous aussi on fait des tours d'Europe, de notre tour de France aussi. Première chose. Ensuite, on a des subventions publiques sur d'autres projets. On a un projet qui s'appelle WeShare Job, par exemple, et celui-là, il n'est pas subventionné d'ailleurs. WeShare Ressources est un projet où on met en relation les ressources des associations. On est parti d'un constat tout bête, c'est que quand on a organisé notre fest, on a acheté plein de matos, on s'en sert 3 jours par an. Tout le reste du temps, il ne sert à rien. C'est le cas de plein d'associations. Et bien, si on met à disposition des associations, entre associations, du matériel, et bien, ça permet de réduire les coûts pour tout le monde. Ça, on a reçu des subventions publiques pour porter ce projet. Il y en a un autre qui s'appelle Shine Cities, qui est un documentaire qui a été crowdfundé grâce à la communauté WeShare. Donc vous voyez, chaque projet a un business model différent. Ensuite, individuellement, il y en a qui ont des jobs salariés, tout bêtement. Pour ma part, je fais pas mal de conseils, je suis prof, je fais des interventions qui sont parfois rémunérées, c'est pas le cas ce matin. Et voilà, après, il faudra chacun de trouver son modèle économique. Mais j'en reviens au lead dont on parlait tout à l'heure, et l'incentive. En étant dans WeShare, il y a des tas de leads qui entrent, et dedans, c'est des opportunités personnelles ou pas de consulting ou de business divers et variés. Alors, nous, notre modèle est très simple. On prend une commission sur les transactions qui ont lieu sur le site Reservoir Funds. Donc, chaque collecte de campagne réussie, 5% sont automatiquement débités et reviennent à Reservoir Funds. Mais en fait, on a deux modèles économiques parce qu'on a une plateforme de crowdfunding et on a une agence de conseil en crowdfunding. Et donc, sur la partie agence, on prend une commission aussi si la collecte est réussie. De fees variables, voilà. En fonction du montant du projet, mais c'est autour de 5% aussi, voilà, globalement le modèle. On fera un appel à la contribution pour la rémunération des invités. La blague mis à part, c'est toujours très sympa que vous puissiez venir ce matin. Tout à fait. Je vais répondre. Bonjour. Moi j'avais une question par rapport aux communautés sur le lancement à la création du site. Est-ce que vous avez des conseils sur comment faire pour justement créer cette communauté alors qu'il n'y a encore pas d'utilisateurs ou des gens qui proposent déjà des voyages ou des projets? Tu es porteur de projet? Je suis porteur de projet. Tu peux nous expliquer ce que tu fais? Alors mon projet c'est une application mobile de petites annonces type le 9 mais orientée mobile et donc en s'appuyant sur des communautés pour apporter de la confiance. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter à des inconnus, vous allez acheter à des amis ou des amis d'amis. Et donc, évidemment, ça évite beaucoup plus d'arnaques, etc. Alors, c'est vrai que c'est hyper dur de monter une communauté, hein, mais
Nous, je dois dire qu'au départ, ça a pris beaucoup de temps parce que Frédéric Mazella a 1000 sites en ligne en 2005. Et moi, je suis arrivée pour sa première collaboratrice en janvier 2009 pour m'occuper de la com. Il n'avait pas fait de com de 2005 à 2009 et il avait quand même eu 100 000 membres sans rien faire. Juste par le bouche à oreille, par le référencement du site et parce que le site était bien. Donc la qualité, déjà, si tu veux, tu vas trouver des techniques pour créer ta communauté, mais si à chaque fois que tu fais venir une personne, tu la fais fuir parce que ton site n'est pas bien, bon, tu n'y arriveras pas. Donc il faut que tu aies des techniques pour créer ta communauté, mais surtout que ton produit soit super pour que chaque personne qui en prenne connaissance reste et fasse elle-même son bouche à oreille. Donc nous, à l'époque, c'était un peu innovant, mais maintenant je peux le dévoiler parce que c'était pas... On est parti du principe que c'était une activité nouvelle et qu'on ne pouvait pas demander aux gens d'avoir beaucoup d'énergie pour nous. Donc un conducteur qui venait une fois sur covoiturage.fr, c'était notre nom à l'époque, en tant que conducteur, s'il venait, il avait l'énergie de publier une annonce pour un trajet, directement on lui facilitait la tâche pour « Ah bon, tu as publié Paris-Rennes ce vendredi, bah tiens, regarde le calendrier, dis-nous à quelle autre date tu le fais et on va profiter de ta présence là maintenant et de l'énergie que tu as ici pour créer de l'offre sur plusieurs mois. » Parce que sinon c'est trop difficile de le faire revenir après, de lui envoyer un mail, de le solliciter pour le faire. Déjà, première technique, créer plusieurs offres en même temps, comme ça, une personne égale plusieurs offres sur plusieurs mois, comme ça ton catalogue se remplit. Et puis un passager qui vient, déjà, il faut toujours qu'il trouve quelque chose, que ton site n'ait pas l'air vide. Donc nous, la technique, c'était si quelqu'un cherche un Paris-Rennes, mais qu'il n'y en a pas, parce que pour l'instant, on n'a que du Paris-Brest ou du machin, surtout, notre objectif, c'était qu'il n'y ait jamais zéro réponse. Donc, quitte à élargir et être un peu parfois à côté de la plaque, on préférait montrer, tu cherches Paris-Rennes, on te propose un Paris-Brest. On n'allait pas non plus proposer un Lyon-Montpellier, mais montrer qu'il n'y a pas zéro réponse sur ce site, qui a un peu de nom, parce que ça donne confiance. Et puis surtout, on lui dit, abonne-toi à une alerte. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, laisse-nous ton email. Dès qu'il y a un Paris-Rennes, on t'envoie un mail. Comme ça, on a des conducteurs qui mettent plein d'annonces, des passagers qu'on tient au courant, et comme ça, le jour où ça grossit petit à petit, hop, on est capable de renvoyer les infos et faire revenir les gens. Voilà, donc ça, c'était crucial au début. Aujourd'hui, il y a plus de problème parce qu'il y a tellement d'annonces, on a plus d'1,6 million de trajets disponibles à n'importe quel moment là. Donc vous cherchez n'importe quel trajet, mais même complètement farfelu. Je ne sais pas si vous avez l'application Blablacar, mais vous cherchez un Gap Brive-la-Gaillarde, vous le trouvez là. Il y a vraiment de tout. Donc ça, voilà, au début, effectivement, c'est difficile d'atteindre la base critique. Cette notion d'activation, c'est peut-être intéressant de l'entendre tous les deux. Alors là, c'est mon côté entrepreneur qui va parler parce que j'ai monté une boîte aussi qui s'appelle Cup of Teach, qui faisait des cours entre particuliers. Je crois que c'est en fait ta problématique, elle est comment tu vas te différencier du bon point, et quelle est ta vision au-delà de l'expérience en fait, parce que tout ce qu'a dit Claire, Laure, et dans l'expérience utilisateur, au moment où il arrive sur ça, c'est toute une partie. Et puis il y a toute la partie qui va être le message. Un peu ce qu'appelle le Kawasaki, ta mantra et comment tu veux changer le monde. Tes 50 premiers utilisateurs, donc ça va être tes potes, ta famille, qui tu vas là. Et eux, c'est en prenant soin, mais comme de ta femme, comme de tes enfants, comme de tout ça à la fois, en étant hyper, en leur posant plein de questions, en leur demandant de te donner des feedbacks, en les invitant chez toi, en faisant des premiers événements chez toi, ailleurs, enfin voilà, il y a ce sentiment d'appartenance nucléaire presque au départ, qui est très puissant en fait, c'est très émotionnel, à mon avis, très émotif. Et si tu veux créer un service qui est basé sur une communauté, tu es obligé de passer par de l'ultra émotionnel. Voilà. Donc la plupart de tous les services collaboratifs que tu verras, ils font du présentiel. Ils sont mauvais online, ils font du présentiel, ils font des soirées, ils font des pots, ils font tas de choses. Et donc ils créent quelque chose qui va dans l'engagement. Les gens font plus partie d'un service, ils font partie de ton aventure personnelle. Et comme ils font partie de ton aventure personnelle, ça devient tes ambassadeurs et ils vont motiver d'autres personnes parce qu'en plus il y a une logique de cercle, si j'ai bien compris, et ainsi de suite. Voilà, après c'est ce qu'on avait essayé de faire,
Et si le business n'a pas trop marché dans la boîte, au moins la communauté elle a bien grossi. Ça, c'est autre chose. Juste dire, au début, quand j'ai commencé en 2009, mademoiselle m'a dit t'as 500 € cette année. Bon, je ne pouvais pas faire mon tour de mon meuble à tour, etc. Donc, effectivement, au départ, les meet-up, enfin, vraiment sur le terrain, les drinks, c'est bête, mais ça coûte. Et donc, je ne pouvais pas le faire au départ. Et puis, en plus, nous, on était vraiment un site national, et donc, je pouvais faire des trucs à Paris, mais pas vraiment ailleurs. Donc, le téléphone, au début, c'était hyper important. C'est-à-dire que les premiers mois, je les appelais. Et puis, dès que je sentais qu'il y avait un intérêt, et à votre avis, comment on devrait faire? Et vous avez une idée? Vous êtes en, je sais pas, vous vous occupez d'un événement pour être partenaire, enfin, voilà, faire un maximum de visibilité en s'appuyant sur la communauté parce qu'elle-même, elle a des idées et en covoiturage, pas sous-estimer qu'ils adorent le site et ils ont envie de nous aider. Donc, il fallait s'appuyer sur eux. Là, effectivement, comme tu es sur une logique de cercle, un peu finalement comme le crowdfunding, il faut que tu t'appuies sur, si tu arrives à ce que tes propres amis deviennent membres, les amis de tes amis, en vrai, tu vas croître comme ça. Nous aussi, on a fait ça pour le covoiturage. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Frédéric, au début, il a lancé son site, et puis bon, il y avait ses sœurs, son frère, ses cousins, etc. Puis un jour, il y a un gars qui s'inscrit, il voit le nom. Il appelle des gens, il dit tu connais lui? Tu le connais? Non, c'était son premier vrai membre qui n'était pas de ses amis. Ça nous a fait un peu le même choc lorsqu'on a vu sur le premier projet le premier contributeur qui n'était pas de notre famille. Ça arrive, enfin. Et en fait, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Déjà, les premiers clients, les premiers porteurs d'annonces, on a quasiment tout fait pour eux. Quasiment pas été en ligne faire leur projet ou quoi que ce soit. Il a fallu qu'on se démène, il a fallu prendre des photos, faire des vidéos pour eux, on a tout fait. Et ensuite, donc ça c'était vraiment faciliter l'entrée des gens qui amènent du contenu. Donc dans ton cas les annonces aussi, dans notre cas les projets. Et après, il faut enclencher la communauté, le passage à l'acte. Donc là aussi, pareil, on a tout fait pour les porteurs de projets. Et on a communiqué pour eux, on les a aidés du début jusqu'à la fin de communiquer. On a organisé des apéros, énormément d'apéros. Parce qu'effectivement, la rencontre dans la vraie vie, c'est hyper efficace. Et donc voilà, il ne faut pas attendre que ça arrive tout seul. Il faut accompagner manuellement, et de manière très besogneuse, tout le mouvement. Très besogneuse, c'est très important. Tu vas beaucoup, ça. Boire de l'alcool et faire des photos, c'est ça que retient de ce que vous avez dit. Il y a une question. Ouais. Merci, bonjour, Benoît Degnaud. Alors moi je suis pas tout à fait de cette même communauté puisque je suis avocat et donc je suis en général le frein à tous vos projets. Vous avez utilisé le mot de confiance qui peut dans ma profession, se définit un petit peu autrement, que celui de garantie, celui de responsabilité, devoir de conseil, etc. Et donc, il y a la confiance dans la communauté, mais il y a également la confiance dans la société qui fournit le service. Je suis sûr que vous connaissez tous les arrêts eBay, qui ont quand même modifié beaucoup la donne. Alors, pour mémoire, pour ceux qui ne sont pas au courant, les arrêts eBay, on a dit à eBay que la société n'est pas juste là pour toucher des royalties sur les ventes, mais qu'elle doit également exercer un contrôle sur les produits vendus, puisqu'il y avait notamment des contrefaçons qui étaient vendues et eBay a eu des problèmes à cause de ça. Alors moi je voudrais savoir, parce que je pense qu'il y a une évolution de la responsabilité de tous les sites sur le sujet. Comment vous positionnez-vous en termes de garantie? Est-ce que vous considérez notamment Blablacar comme hébergeur, c'est-à-dire avec une responsabilité qui est une responsabilité a posteriori, qui est très limitée, ou est-ce que vous-même vous avez anticipé, prévu des garanties en cas de difficulté d'exécution de la part de vos clients? Parce qu'il faut aussi les appeler comme ça. Merci. Bonjour, monsieur l'avocat. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a vraiment l'aspect purement légal, et effectivement, nous ne sommes que un site de mise en relation, et donc juridiquement, on ne serait pas du tout attaqué s'il y avait quoi que ce soit sur le site, parce que ça, à la limite, ça ne nous intéresse pas de savoir ça.
c'est qu'un statut. Nous, en fait, alors on ne peut pas utiliser le mot garantie, mais on estime que c'est la qualité du site de faire en sorte de modérer, de faire en sorte qu'il y ait un très haut niveau de qualité et qu'il y ait le moins de déception possible et d'éviter les déconvenus. Après, on ne peut pas parler de garantie parce qu'on ne maîtrise pas l'offre. Si un conducteur est en panne et que le trajet est annulé, malheureusement, on ne peut pas garantir quoi que ce soit. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est rembourser très vite, mettre à disposition les fonctionnalités même sur iPhone, etc., pour que ça puisse se faire très vite, retrouver un covoiturage très vite. Mais effectivement, dans une communauté, je ne sais pas comment on fait pour les autres, mais on ne peut pas garantir. Mais notre implication va bien au-delà. On n'a jamais dit à un moment ça ne regarde pas, de toute façon, si d'un coup de soir, on n'est pas concerné. C'est pas du tout notre logique. Et d'ailleurs, s'il arrivait, c'est fou, il n'y a pas eu d'accident en covoiturage. Non, c'est pas fou quand on y pense, parce qu'il y a plein de raisons qui font que les conducteurs sont beaucoup plus attentifs quand ils sont en situation de covoiturage, quand ils sont seuls, ils nous le disent, ils respectent plus le code de la route, ils respectent la vitesse, etc. Les limitations de vitesse. Donc en fait, il n'y a pas eu d'accident, mais si jamais un jour il y en avait un, parce que statistiquement, on analyse 1 million il y a 1 million de personnes impliquées par mois, un jour ça arrivera, même si ce n'est pas de la faute du covoitureur, quelqu'un qui a un camion qui se couche, un covoiturage, une voiture avec des voitures qui rentrent dedans. C'est horrible, je ne pourrais même pas y penser, mais un jour ça arrivera. On ne sera pas du tout responsable, mais ça aura un impact sur la communauté, ce sera triste pour tout le monde, et même si légalement on ne sera pas du tout impacté, on aura un rôle à jouer auprès de notre communauté, de rassurance. Je veux juste dire qu'il y a le droit et il y a le bon sens. Je sais qu'il y a cet arrêt eBay que je connais, pour avoir rencontré Olivier Zach du Bon Coin. Ils ont eu, post cet arrêt, un peu le même problème, et eux ils travaillent juste de façon intelligente. À chaque fois qu'ils ont un nouvel iPhone à vendre, ils vérifient, ils appellent, ils regardent qui c'est, ils regardent si le compte a déjà été utilisé avant, etc., avant de le mettre en ligne. C'est du bon sens. Voilà. Et je pense qu'en travaillant en bonne intelligence avec les autorités, comme on dit, on peut se passer d'un autre truc. D'autre part, la plupart des services collaboratifs maintenant demandent un tas de garanties. Alors, soit à travers l'expérience, des profils bien remplis, etc. Ce qui fait que vous, en tant que consommateur du service, vous n'allez pas faire confiance, vous n'allez pas consommer le service de quelqu'un qui n'a pas rempli toutes ces informations. Mais la carte d'identité, le permis de conduire, l'adresse vérifiée, ils ont un tas de trucs que il y en a une dizaine. Hier, j'en parlais avec quelqu'un à propos d'Airbnb, un de mes copains qui reçoit une demande d'Airbnb, il y avait juste une adresse email. Je lui réponds, t'es mignon, mais chez Taquitette, tu pourrais peut-être remplir ton truc. Bon, il est passé peut-être à côté de 300 €, mais il ne lui a pas loué son appartement, donc on se prémunit quand même du service. Et ça, voilà. Troisième chose, il y a la Poste qui travaille sur l'identité numérique, et ça, en fait, qui permet de faire de la traçabilité des personnes à travers vraiment leur identité, grâce notamment au facteur qui vient vérifier chez vous que vous êtes bien la personne qui va créer son identité numérique, donc qui permet vraiment de savoir qui fait quoi à quel moment, et donc de mettre des garanties. Après, sur le rôle de la plateforme, ça, c'est autre chose. Juste, on a récapitulé, nous, tous les checks en fait, qu'on fait sur le site pour garantir cette confiance, on va pas dire le mot garantie parce que ça a une signification légale. Ça s'appelle DREAMS. DREAMS comme les rêves, mais c'est un acronyme pour Declared. Donc les infos chez nous, elles sont déclarées. On n'est pas Zozo69, on est Laure W, on ne dit pas quand même les noms de famille, pour une certaine confidentialité. Donc Laure W, on déclare, on met sa photo, on dit son âge, et c'est déjà le premier pas entre l'anonymat et un premier degré de confiance. Ensuite, R pour Rated, évaluer. Donc cette évaluation, c'est encore pas une garantie, mais donc quand il y a 10 personnes qui ont dit que la personne roulait bien, que sa voiture était confortable, bon, voilà. Dream, donc E pour Engaged, donc c'est le fait de payer à l'avance. Encore une fois, c'est pas une garantie que le passager va venir, mais un passager qui paye à l'avance, quand même, il y a de fortes chances qu'il vienne parce qu'il est engagé, il a payé à l'avance. Il y a plus de 2 ans en arrière, sur covoiturage.fr à l'époque, les gens payaient de la main à la main. Il y avait beaucoup moins de confiance parce que les passagers pouvaient dire « Oui, je serai là vendredi, 16h, pas de problème, rendez-vous devant la poste, super ». Et en fait, ils ne venaient pas parce qu'ils n'avaient pas payé à l'avance. On avait 35% de désistement. Ce
c'est horrible. Pour le conducteur qui organise, qui passe du temps à tout noter, etc., donc sans compter les gens qui se désistent bien à l'avance, donc lui, il notait tous les noms au crayon papier, etc., puis il gommait, et hop, au final, il pensait qu'il en avait 3, et le jour J, il en a que 2, voire 1, voire pas. Ça, c'est tout du top. Donc maintenant, c'est différent, les passagers payent en ligne, et ils viennent. C'est très très rare, on est en dessous du 4% d'annulation. Donc E pour engage, A pour active. Encore une fois, c'est pas une garantie, mais c'est une info qui est valable. Si j'ai l'information de l'activité du membre sur le site, si j'ai le choix entre deux conducteurs, il y en a un qui a mis son annonce il y a 3 semaines, puis il n'est pas revenu sur le site et il ne répond pas à ses messages, j'ai moyennement confiance. Alors que si vous, je vois que sur votre annonce, vous vous êtes connecté il y a 1 heure et vous avez 100% de taux de réponse à vos messages, j'ai plus confiance parce que vous êtes active. Je me dis que si je vous contacte, j'aurai bien un retour et l'organisation va être fluide. Donc ça, c'est le 1. M pour moderated, donc modéré, tout est modéré chez nous. Les photos sont modérées, les commentaires sont modérés, les avis sont modérés, on sait ce qui se passe dans notre communauté, il n'y a que du covoiturage, il n'y a pas des assureurs qui vont essayer de vous vendre une assurance, des pneus, des machins, enfin, c'est vraiment, c'est que du covoiturage chez nous, et avec une certaine qualité. Et S pour social, parce que les réseaux sociaux, type Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., vous permettent maintenant de lier votre présence, votre profil sur ces réseaux à d'autres sites. Et donc chez nous maintenant, on peut connecter, et sur mon profil Blablacar, on peut voir que j'ai 350 amis Facebook, je ne sais pas combien de followers sur Twitter et sur LinkedIn, ce qui fait que les gens savent que je suis une vraie personne, j'ai une vraie identité numérique, c'est pas un faux profil du web que j'ai créé juste pour l'occasion sur Blablacar. Voilà. Donc, tout ça réuni, c'est ça notre recette, Dreams, pour créer toute cette confiance interpersonnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui fait qu'on a atteint un niveau de confiance exceptionnel. Ce n'est pas des garanties, mais c'est toutes les infos qui sont à notre disposition en tant que site web, en tant que tiers de confiance, pour pousser un maximum d'infos pour que la communauté puisse s'auto-évaluer et prendre des décisions. Je crois que ça offre une très belle métaphore pour terminer ce petit déjeuner. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier chaleureusement Jean-Baptiste, Marc Couture et Laure d'être venus ce matin. Bravo. Une bonne manière de faire vivre une communauté, c'est de se réchauffer. Je pense que vous en êtes aperçus. Donc, on va aller prendre tous un café. Et rendez-vous le mois prochain pour le 13e petit déjeuner de ce cycle. Merci à tous.